Et voici la vidéo règle de Loup-garou pour une nuit. Alors attention, c'est un petit jeu d'ambiance à ne pas confondre avec les loups-garous de Tierce-Lieu, qui ne sont pas le même jeu, même s'ils se ressemblent fortement. C'est un jeu de Ted Alspach et Akihisa Okui, édité par Bézier Games. Ça se joue de 3 à 10 joueurs à partir de 8 ans. Au niveau du matériel, c'est assez simple puisque le jeu est uniquement composé de cartons de rôle avec des petits jetons associés à chacun des rôles. Nous avons 2 loups-garous, 3 villageois, une voyante, un voleur, une noiseuse, un tanneur, un soulard, un chasseur, 2 francs-maçons, une insomniaque, un sbire et un doppelganger. Alors pour bien comprendre le déroulement du jeu, il est conseillé de faire d'abord une première partie entre 3 et 5 joueurs, et ce n'est qu'ensuite, une fois qu'on aura bien compris en fait comment ça se passe pour ce nombre de joueurs là, qu'on pourra jouer avec une version un peu plus avancée qui peut aller donc jusqu'à 10 joueurs. Alors pour cette première version, vous n'allez utiliser que les rôles de loup-garou, de villageois, de voyante, de voleur et de noiseuse. Tous les autres pourront être remis dans la boîte. Alors une fois que vous aurez sélectionné vos joueurs entre 3 et 5, alors bien sûr si vous êtes plus nombreux, bien c'est pas grave, les autres peuvent regarder cette manche-là avant d'entamer le jeu véritablement, car une partie en fait ne dure que 10 minutes en moyenne, donc en fait ça va très vite, donc on peut très bien regarder les autres jouer. Alors si vous jouez à 3 joueurs, vous utiliserez en fait 2 loups-garous et un rôle de chaque comme ceci. Si vous jouez à 4 joueurs, vous rajouterez un villageois, et si vous jouez à 5 joueurs, vous rajouterez en fait le deuxième villageois. Alors, comme dans un loup-garou de Tierce-Lieu, vous mélangerez ensuite bien tous les rôles qui ont été sélectionnés, et par contre, vous placerez en fait les jetons correspondant à chacun des rôles au milieu de la table. Comme ça, tout le monde saura que parmi les cartes, il y a bien 3 villageois. Là, je vais faire un exemple à 5 joueurs, 2 loups-garous, une voyante, un voleur et une noiseuse. Donc, chacun reçoit une carte qu'il va pouvoir consulter, en fait, autour de la table, et il vous restera toujours des cartes en plus qui seront disposées face cachée au centre de la table, comme ceci, les unes à côté des autres. Alors, comme dans les loups-garous de Tierce-Lieu, eh bien, il y a 2 équipes qui se forment, en fait. Les loups-garous contre les villageois. Le but du jeu pour les villageois va être de réussir à tuer un des loups-garous, en fait, et s'ils y arrivent, ils auront gagné la partie, car effectivement, le jeu ne va se dérouler que sur une seule nuit. Les loups-garous, leur but du jeu, eh bien, c'est tout simplement qu'un autre villageois se fasse tuer à leur place, et à ce moment-là, ils gagneront la partie. Alors ensuite, on va désigner un joueur qui sera l'annonceur. Effectivement, vous pouvez jouer avec un annonceur extérieur au jeu comme au loup-garou, mais vous pouvez aussi jouer en fait en tant qu'annonceur, même si c'est peut-être un petit peu plus difficile comme ça, mais vous pouvez très bien en fait être annonceur et jouer quand même en ayant reçu une carte. Donc chacun va pouvoir regarder secrètement en fait la carte qu'il a reçue et prendre ainsi connaissance de son rôle en faisant bien attention à le montrer à personne, et nous sommes prêts à débuter la partie. Alors, tous les joueurs autour de la table vont commencer par fermer les yeux. Effectivement, c'est la nuit, et le joueur qui a été désigné comme annonceur va appeler les rôles qui vont être amenés à interagir pendant la nuit. Alors, c'est assez bien fait sur les petits jetons, il y a des chiffres d'indiqués sur certains personnages. Les chiffres vont indiquer l'ordre dans lequel ces personnages vont pouvoir agir au cours de la nuit. Ceux qui ont reçu une tuile villageois de base, en fait, comme ceci, n'agiront jamais. Par contre, les autres, voyantes, voleurs et noiseuses, sont des villageois aussi, ils vont jouer avec l'équipe des villageois, mais par contre, ils auront quelque chose à faire pendant la nuit. Alors attention, si l'annonceur joue un rôle aussi, il faudra qu'il ferme les yeux, et donc il faudra aussi que chacun des joueurs autour de la table puisse attraper facilement en fait les cartes de tous les autres joueurs. Donc lorsque vous dormez, ne vous posez pas sur vos cartes, vous devez les laisser bien en évidence devant vous, de façon à ce que les autres joueurs puissent les toucher discrètement. Alors une fois que tout le monde a les yeux fermés, l'annonceur va annoncer le premier rôle en fait dans l'ordre, c'est-à-dire les loups-garous. Alors les loups-garous vont ouvrir les yeux, alors imaginons dans notre exemple que ce soit ce joueur-là et ce joueur-là qui ont reçu une tuile loup-garou, et bien les deux vont ouvrir les yeux et prennent connaissance de qui est avec eux. Donc voilà, ils s'aperçoivent, ah, tu es avec moi, ok, mais évidemment ils ne disent rien. Ensuite, c'est terminé, ils vont tout simplement se rendormir. L'annonceur annoncera, une fois qu'ils ont pris connaissance l'un de l'autre, les loups-garous se rendorment et ferment leurs yeux.
Alors là, je vous ai montré les cartes, mais on ne montre pas les cartes, hein. On ne fait qu'ouvrir les yeux, en fait, quand on est un loup-garou, et chercher des yeux qui est l'autre personne qui a ouvert les yeux, et qui est donc aussi un loup-garou. Alors attention, si l'annonceur joue et a aussi un rôle, s'il n'est pas un loup-garou, évidemment, il n'ouvrira pas les yeux. Il faudra donc qu'il compte mentalement dans sa tête jusqu'à 10, de façon à ce que les loups-garous aient le temps de se repérer l'un l'autre, et ensuite il annoncera « Les loups-garous ferment leurs yeux » avant d'annoncer le prochain rôle, celui de la voyante. Alors attention aussi pour les loups-garous, vous l'aurez compris, toutes les cartes n'ont pas été attribuées, un joueur peut donc se retrouver tout seul en tant que loup-garou, car l'autre carte loup-garou peut se trouver au milieu. À ce moment-là, il ne dira rien, il ouvre les yeux, comme il voit que personne n'ouvre les yeux, il sait qu'il est tout seul, et après il se rendormira tranquillement. Il est aussi possible que les deux loups-garous soient dans les cartes qui n'ont pas été attribuées. Eh bien, tant pis, voilà, il n'y a pas de loup-garou, personne n'ouvrira les yeux, mais les joueurs qui gardent les yeux fermés ne savent pas s'il y a 2, 1 ou 0 loup-garou pour le moment. Alors, l'annonceur appelle la voyante. Alors, le joueur voyante va ouvrir les yeux à ce moment-là, imaginons qu'ici ce soit ce joueur-là, et il va lui dire « Tu as la possibilité de regarder la carte d'un autre joueur, ou bien de regarder 2 cartes qui se trouvent au centre, celle de ton choix. » Donc, pareil, il va compter mentalement dans sa tête si il joue en tant que joueur, l'annonceur, pendant que la voyante fait ceci. Elle pourrait par exemple décider de regarder la carte de ce joueur. Oh, tiens, un voleur, mais évidemment, elle ne dit pas ce qu'elle voit, et elle essaye d'agir le plus discrètement possible pour ne pas se faire repérer en tant que voyante. Ensuite, la voyante ferme les yeux, et on appelle le voleur. Alors, le voleur, lui, eh bien, on lui dit, tu peux ouvrir les yeux, et ensuite, tu peux choisir, en fait, d'échanger ta carte contre la carte d'un autre joueur avant de la regarder. Donc, en fait, des rôles vont s'intervertir. Par exemple, le voleur pourrait décider d'échanger la carte avec ce joueur-là. À ce moment-là, il récupère en fait délicatement la carte qu'il veut voler, il regarde ce que c'est, ah, tout à coup il se transforme donc en loup-garou, il récupère en fait cette carte et il met la sienne à la place de l'autre. Par contre, le joueur qui a eu sa carte échangée ne sait pas en fait que son rôle s'est transformé, alors que celui qui était le voleur sait maintenant qu'il est un loup-garou. Ensuite, après avoir compté jusqu'à 10, l'annonceur indique « Le voleur ferme les yeux » et j'appelle maintenant la noiseuse. La noiseuse, tu ouvres les yeux et tu as le droit d'échanger les rôles de 2 autres joueurs, c'est-à-dire pas avec le sien, mais échanger les rôles de 2 joueurs qui se trouvent autour de la table, mais cette fois-ci sans les regarder. Donc s'il y a la noiseuse en jeu, eh bien elle pourrait décider d'échanger cette carte contre celle-ci par exemple, évidemment elle le fait aussi le plus discrètement possible avant de se rendormir. Dans notre exemple, il n'y a pas de noiseuse en jeu car elle se trouve au milieu. C'est valable évidemment pour tous les autres rôles, ils ne sont pas forcément en jeu, mais on laisse quand même les 10 secondes, et on ne sait pas forcément pour les autres joueurs si quelqu'un a le rôle ou n'a pas le rôle. Ceci étant fait, la nuit se termine, l'annonceur dit « la noiseuse ferme les yeux » et maintenant c'est le jour, tout le monde ouvre les yeux. Donc tout le monde ouvre les yeux autour de la table, mais n'a pas le droit de consulter à nouveau sa carte. Donc certains ont certainement même changé de rôle au cours de la nuit, mais ils ne le savent pas. Et là, tous les joueurs vont discuter pour savoir qui c'est qu'ils vont pendre sur la place du village, en espérant tomber sur un loup-garou pour les villageois, et si on est un loup-garou, en essayant de faire accuser un villageois et de le faire pendre à sa place. Donc évidemment, les discussions vont bon train. Là, par exemple, en fait, nos joueurs loup-garou se sont vus au début, mais celui-là a été changé. Maintenant, c'est lui qui est loup-garou, puisqu'il était voleur. Et donc, celui-là se croit un loup-garou. Donc voilà, vous voyez que ça amène pas mal de choses. Si en plus la noiseuse a échangé 2 cartes, eh bien, tout peut arriver. Et donc, c'est assez drôle, il va falloir faire abstraction, en fait, de ce qui a pu se passer autour. La voyante peut dire aussi qu'elle a vu quelque chose au cours de la nuit, mais peut-être qu'elle n'est plus voyante, elle est peut-être même devenue un loup-garou si on lui a changé sa carte, enfin, voilà. Un beau bazar, et donc pas mal de discussions en perspective. Lorsque on a discuté pendant un certain temps,
On va pouvoir faire, pour l'annonceur, en fait, dire tout le monde est prêt, attention, 1, 2, 3, votez. Alors tout le monde peut lever son doigt, et 1, 2, 3, tout le monde désigne un autre joueur. Une fois que ceci est fait, eh bien, le joueur qui a reçu le plus de votes contre lui sera pendu et on retournera sa carte face visible. Si c'est un loup-garou qui est désigné, eh bien, l'équipe des loups-garous a perdu et l'équipe des villageois, voyantes, voleurs et noiseuses gagne la partie. Si par contre c'est un villageois qui est choisi et révélé, eh bien ce seront les loups-garous qui emporteront la partie. Alors vous le voyez, les parties sont très courtes puisqu'elles se déroulent effectivement juste sur une nuit et une journée comme ça. Alors attention, il est possible évidemment qu'il n'y ait pas du tout de loups-garous dans le village et que tous les loups-garous soient au centre du jeu. À ce moment-là, les villageois pour gagner ne doivent tuer personne et donc ne doivent désigner personne autour de la table. Si jamais en fait ils tuent quelqu'un quand même, eh bien malheureusement ce sera les loups-garous, même s'ils ne jouent pas, qui gagnent la partie. Alors, une fois cette première partie mise en place, eh bien vous pouvez très bien rajouter des rôles et même les tirer au hasard si vous le souhaitez. Il faut toujours qu'il y ait 3 rôles de plus que le nombre de joueurs autour de la table. Vous pouvez donc jouer jusqu'à 10 joueurs. Alors ensuite, nous avons le sbire. Alors le sbire est un petit peu spécial car il va aider les loups-garous. Il a le chiffre numéro 3, il sera donc appelé juste après que les loups-garous aient pris connaissance l'un de l'autre. Et ensuite, on appelle donc le sbire. On va demander, une fois que le sbire a les yeux ouverts, aux loups-garous de montrer qu'ils sont un loup-garou en levant le pouce. Donc l'annonceur pourra dire... Maintenant que le sbire est là, les loups-garous lèvent le pouce et donc le sbire prend connaissance de qui sont les loups-garous et ensuite il se rendort. Par contre, les loups-garous, comme ils ont levé le pouce mais en ayant les yeux fermés, ne savent pas qui est le sbire. Alors, lors de la phase de jour, le sbire joue avec les loups-garous, il doit donc tenter de faire tuer un villageois, et ça peut même être lui-même. Si jamais c'est lui qui meurt, eh bien, les loups-garous gagnent quand même la partie, car les loups-garous ne seront pas morts. Alors, attention cependant, lorsque l'on vote, j'ai oublié de le dire, je pense, lors du vote, si jamais il y a une égalité entre plusieurs joueurs, car on désigne un autre joueur du doigt, eh bien tous les joueurs qui ont été désignés seront tués. Et donc s'il y a un loup-garou parmi les joueurs qui sont tués, eh bien le sbire perd la partie. Ensuite, nous avons les 2 francs-maçons. Effectivement, si vous décidez de mettre un franc-maçon en jeu, il faudra forcément mettre l'autre franc-maçon en jeu. Effectivement, ils vont pouvoir prendre connaissance l'un de l'autre pendant la nuit. Ils sont au tour 4, donc d'abord loup-garou, ensuite sbire éventuellement, et après les francs-maçons. Alors les francs-maçons, eh bien, comme les loups-garous vont ouvrir les yeux et vont prendre connaissance de qui est l'autre franc-maçon. Ça leur permet donc d'éliminer en fait dans leur tête un autre joueur villageois en sachant qu'il n'est pas un loup-garou. Ceci étant fait, ils se rendorment et referment les yeux. Ensuite, nous avons le soulard, qui a le chiffre 8 et qui jouera donc en dernier, après tout le monde. Eh bien, le soulard, il est tellement ivre qu'il ne sait plus en fait quel rôle il a. Donc en fait, le joueur soulard sera appelé au numéro 8, et il devra échanger sa carte de soulard contre une des 3 cartes qui est placée au milieu du jeu et qui n'a été attribuée à personne. Il prend donc cette carte, mais il n'a pas le droit de la regarder. Il va donc la placer devant lui à la place du soulard qu'il va replacer au centre du jeu. Et malheureusement, il va continuer la partie comme ça, sans savoir qui il est. Ensuite, nous avons l'insomniaque, qui se jouera au tour 9, c'est-à-dire après tous les autres joueurs et après le soulard. Alors, on utilise l'insomniaque uniquement lorsqu'on joue avec le voleur et la noiseuse. Si jamais il n'y a ni voleur ni noiseuse de sélectionner, c'est inutile de mettre l'insomniaque, car effectivement, celle-ci, lors de son tour, va tout simplement avoir le droit de vérifier son rôle. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, évidemment, elle a reçu l'insomniaque en début de partie, le joueur sait donc qu'il est insomniaque, mais à cause du voleur et de la noiseuse, peut-être que son rôle aura été échangé contre un autre. Lorsque l'insomniaque se réveillera, eh bien, elle pourra consulter secrètement qui elle est éventuellement devenue avant de se rendormir. Ça va donc lui donner un petit indice, et ensuite, c'est le jour et on joue normalement.
Ensuite, nous avons aussi des rôles qui n'ont pas de chiffres, comme le tanneur. Alors le tanneur est un petit peu particulier, car il ne joue ni avec l'équipe des loups-garous, ni avec l'équipe des villageois. Effectivement, il est tellement désespéré par son travail, il faut savoir que le tannage, en fait, ça pue énormément. Il est donc vraiment désespéré, et son but est de mourir. Il doit donc tenter, en fait, de se faire tuer au cours de la journée. Et s'il arrive à être tué, eh bien, il remportera la partie. Par contre, s'il est le seul à mourir, les loups-garous ne gagnent pas la partie, car leur but c'est de tuer un villageois qui n'a pas envie de se tuer. Ce serait dommage. Voilà, donc il ne joue ni avec un rôle, ni avec l'autre. Il y a aussi un chasseur. Pour les habitués des loups-garous de Tierce-Lieu, ils ne seront pas perdus avec lui. De la même façon, si jamais il est désigné pour mourir lors de la journée, eh bien immédiatement il désignera un autre joueur qui mourra aussi. Mais attention, le chasseur faisant partie des villageois, il essaye bien sûr de tuer un loup-garou si possible. Et voilà, c'est tout. Enfin, j'ai gardé le Doppelganger pour la fin, car c'est certainement la carte la plus compliquée à jouer. Donc ne la mettez que quand vous avez déjà quelques parties à réaliser, car elle est assez complexe. Et il faut mieux l'utiliser, je pense, avec un annonceur qui soit hors jeu, parce que sinon ça peut être assez complexe. Alors, le Doppelganger a le chiffre numéro 1, c'est-à-dire qu'il sera le premier à se réveiller pendant la nuit, même avant les loups-garous. Et le Doppelganger va tout simplement choisir un joueur autour de la table et va regarder sa carte, et elle va prendre en fait l'identité de ce personnage, mais sans prendre sa carte. Donc là, par exemple, si elle voit le chasseur, eh bien, elle sera considérée comme un chasseur pendant le reste de la partie. Hop, elle cachera donc sa carte Doppelganger, et sait qu'elle est un chasseur. Alors il peut arriver différentes situations. Si le Doppelganger a vu un villageois, le tanneur ou le chasseur, elle prend ces rôles-là et donc elle n'agira pas pendant la nuit. Par contre, si elle retourne un loup-garou ou un franc-maçon, lorsque les loups-garous seront appelés, si elle est aussi un loup-garou, elle ouvrira aussi les yeux. Si elle est franc-maçon et que les francs-maçons sont appelés, elle ouvrira aussi les yeux comme un franc-maçon. Ce qui fait qu'il peut y avoir donc 3 loups-garous lors d'une partie, ou bien 3 francs-maçons. Il ne faudra pas qu'ils s'étonnent, il y a un doppelganger parmi eux. Si jamais elle a vu le rôle de la voyante, ou bien le rôle du voleur, le rôle du soulard, ou bien le rôle de la noiseuse, en fait, elle fera immédiatement l'action correspondante. Donc par exemple, si elle voit la voyante, eh bien, elle fera immédiatement en fait l'effet de la voyante, c'est-à-dire regarder la carte d'un autre joueur, ou regarder 2 cartes qui se trouvent au centre. Pareil pour les autres rôles qui se réveillent normalement pendant la nuit. Elle agit immédiatement et ensuite elle se rendormira, et après s'être rendormie, lorsque la voyante sera appelée, par exemple si elle a fait voyante, elle ne refera pas le rôle. Alors si jamais elle a retourné la carte du sbire, eh bien elle va devenir sbire aussi. Lorsque l'annonceur lui annoncera « tu fermes les yeux et c'est au sbire de jouer », eh bien, elle gardera les yeux ouverts pour voir en même temps que l'autre sbire, en fait, qui sont les 2 loups-garous. Et ce n'est qu'à la fin de la phase du sbire qu'elle fermera les yeux, comme le sbire. Enfin, si elle a retourné la carte de l'insomniaque, eh bien, elle va immédiatement fermer les yeux et elle attendra la phase de l'insomniaque. Lors de la phase de l'insomniaque, en fait, eh bien, l'insomniaque se réveillera. Et elle se réveillera après l'insomniaque, en fait, elle aussi, pour vérifier, en fait, la teneur de sa carte. Alors, dans ce cas-là, le joueur qui joue l'annonceur doit laisser suffisamment de temps après que l'insomniaque ait fermé les yeux pour que, justement, une éventuelle doppelganger insomniaque ait le temps de, elle aussi, vérifier sa carte avant de se rendormir. Alors attention, si jamais la carte de Doppelganger est prise par un autre joueur au cours de la nuit, en fait, que cette carte est échangée, eh bien ce sera ce joueur-là qui aura le rôle choisi par celle qui était Doppelganger en premier. Donc voilà, c'est assez compliqué, hein, lors de la phase de révélation à la fin, eh bien si jamais le Doppelganger a changé, il faudra lui dire « Ah ben en fait, tu étais tel truc, parce que c'est moi qui étais Doppelganger et j'avais choisi ça ». Voilà donc pour Loup-garou pour une nuit, vous l'aurez compris, un jeu d'ambiance où on discute, mais où c'est tellement chaotique qu'il est très difficile en fait de jouer relativement tactiquement, même par rapport au Loup-garou, c'est quand même beaucoup plus le bazar, mais c'est assez drôle et surtout les parties sont extrêmement courtes,
Donc pour finir une soirée ou débuter une soirée, c'est assez sympa, d'autant plus qu'on peut y jouer aussi à moins de joueurs que le nombre minimum pour pouvoir jouer au loup-garou de tierce-lieu, qui est de 8, hein, je vous le rappelle, alors que celui-là, on peut y jouer à partir de 3 joueurs, même si à partir de 5, entre 5 et 10, c'est quand même plus agréable. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.